Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Chapitre 1. Marseille, l'arrivée. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3 mâts le Pharaon venant de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port, rasa le château d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morgion et l'île de Rion. Aussitôt, comme d'habitude encore, la plate-forme du fort Saint-Jean s'était couverte de curieux. Car c'est toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment. Surtout quand ce bâtiment, comme le Pharaon, a été construit, gréé, arrimé sur les chantiers de la vieille fossée et appartient à un armateur de la ville. Cependant, ce bâtiment s'avançait. Il avait heureusement franchi le détroit que quelques secousses volcaniques a creusé entre l'île de Calazaraigne et l'île de Jaros. Il avait doublé Pomègue, et il s'avançait sous ses 3 huniers, son grand foc et sa brigantine, mais si lentement et d'une allure si triste que les curieux, avec cet instinct qui pressent un malheur, se demandaient quel accident pouvait être arrivé à bord. Néanmoins, les experts en navigation reconnaissaient que si un accident était arrivé, ce ne pouvait être au bâtiment lui-même, car il s'avançait dans toutes les conditions d'un navire parfaitement gouverné. Son ancre était en mouillage, ses haubans de beaupré décrochés, et près du pilote, qui s'apprêtait à diriger le Pharaon par l'étroite entrée du port de Marseille, était un jeune homme au geste vif et à l'œil actif, qui surveillait chaque mouvement du navire et répétait chaque ordre du pilote. La vague inquiétude qui planait sur la foule avait particulièrement atteint un des spectateurs de l'esplanade de Saint-Jean, de sorte qu'il ne put attendre l'arrivée du bâtiment dans le port. Il sauta dans une petite barque et ordonna de ramer au-devant du Pharaon, qu'il atteignit en face de l'anse de la réserve. En voyant venir cet homme, le jeune marin quitta son poste à côté du pilote et vint, le chapeau à la main, s'appuyer à la muraille du bâtiment. C'était un jeune homme de 18 à 20 ans, grand, svelte, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il y avait dans toute sa personne cet air calme et de résolution particulier aux hommes habitués depuis leur enfance à lutter avec le danger. « Ah, c'est vous, Dantès !» cria l'homme à la barque. « Qu'est-il donc arrivé? Et pourquoi cet air de tristesse répandu sur tout votre bord ?»« Un grand malheur, monsieur Morel, » répondit le jeune homme. « Un grand malheur, pour moi surtout. À la hauteur de Civitavecchia, nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc. »« Et le chargement ?» demanda vivement l'armateur. « Il est arrivé à bon port, monsieur Morel, et je crois que vous serez content sous ce rapport. Mais ce pauvre capitaine Leclerc, que lui est-il donc arrivé ?» demanda l'armateur d'un air visiblement soulagé. « Que lui est-il donc arrivé à ce brave capitaine ? Il est mort. »« Tombé à la mer ?»« Non, monsieur, mort d'une fièvre cérébrale, au milieu d'horribles souffrances. » Puis, se retournant vers ses hommes. « Oh là, hé !» dit-il, « chacun son poste pour le mouillage. » L'équipage obéit. Au même instant, les 8 ou 10 matelots qui le composaient s'élancèrent, les uns sur les écoutes, les autres sur les bras, les autres aux drisses, les autres au halba des focs, enfin les autres aux cargues des voiles. Le jeune marin jeta un coup d'œil nonchalant sur ce commencement de manœuvre, et voyant que ses ordres allaient s'exécuter, il revint à son interlocuteur. « Et comment ce malheur est-il donc arrivé ?» continua l'armateur, reprenant la conversation où le jeune marin l'avait quitté. « Mon Dieu, monsieur, de la façon la plus imprévue. Après une longue conversation avec le commandant du port, le capitaine Leclerc quitta Naples fort agité. Au bout de 24 heures, la fièvre le prit. 3 jours après, il était mort. Nous lui avons fait les funérailles ordinaires, et il repose décemment enveloppé dans un hamac avec un boulet de 36 aux pieds et un à la tête, à la hauteur de l'île d'El Giglio.
nous rapportons à sa veuve sa croix d'honneur et son épée. C'était bien la peine, continua le jeune homme avec un sourire mélancolique, de faire 10 ans la guerre aux Anglais pour en arriver à mourir comme tout le monde dans son lit. Dame, que voulez-vous, monsieur Edmond, reprit l'armateur qui paraissait se consoler de plus en plus. Nous sommes tous mortels, et il faut bien que les anciens fassent place aux nouveaux. Sans cela, il n'y aurait pas d'avancement. Et du moment que vous m'assurez que la cargaison est en bon état, monsieur Morel, je vous en réponds. Voici un voyage que je vous donne le conseil de ne point escompter pour 25 000 francs de bénéfice. Puis, comme on venait de dépasser la tour ronde. Range à carguer les voiles de hune, le phoque et la brigantine, cria le jeune marin. Faites penaud. L'ordre s'exécuta avec presque autant de promptitude que sur un bâtiment de guerre. Amène et cargue tout. Au dernier commandement, toutes les voiles s'abaissèrent. Et le navire s'avança d'une façon presque insensible, ne marchant plus que par l'impulsion donnée. Et maintenant, si vous voulez monter, monsieur Morel, dit Dantès, voyant l'impatience de l'armateur, voici votre comptable, monsieur Danglars, qui sort de sa cabine, et qui vous donnera tous les renseignements que vous pouvez désirer. Quant à moi, il faut que je veille au mouillage et que je mette le navire en deuil. L'armateur ne se le fit pas dire 2 fois. Il saisit un câble que lui jeta Dantès, et avec une dextérité qui eût fait honneur à un homme de mer, il gravit les échelons cloués sur le flanc rebondi du bâtiment, tandis que celui-ci, retournant à son poste de second, cédait la conversation à celui qu'il avait annoncé sous le nom de Danglars, et qui, sortant de sa cabine, s'avançait effectivement au-devant de l'armateur. Le nouveau venu était un homme de 25 à 26 ans, d'une figure assez sombre, obséquieux envers ses supérieurs, insolent envers ses subordonnés. Aussi, outre son titre d'agent comptable, qui est toujours un motif de répulsion pour les matelots, était-il généralement aussi mal vu de l'équipage qu'Edmond Dantès, au contraire, en était aimé. « Eh bien, monsieur Morel, dit Danglars, vous savez le malheur, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, pauvre capitaine Leclerc. C'était un brave et honnête homme. Et un excellent marin, surtout, vieilli entre le ciel et l'eau, comme il convient à un homme chargé des intérêts d'une maison aussi importante que la maison Morel et Fils, répondit Danglars. Mais, dit l'armateur, suivant des yeux Dantès qui cherchait son mouillage, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être si vieux marin que vous le dites, Danglars, pour connaître son métier. Et voici notre ami Edmond qui fait le sien, ce me semble, en homme qui n'a besoin de demander des conseils à personne. Oui, dit Danglars en jetant sur Dantès un regard oblique où brilla un éclair de haine. Oui, c'est jeune et cela ne doute de rien. À peine le capitaine a-t-il été mort qu'il a pris le commandement sans consulter personne, et qu'il nous a fait perdre 1 jour et demi à l'île d'Elbe au lieu de revenir directement à Marseille. Quant à prendre le commandement du navire, dit l'armateur, c'était son devoir comme second. Quant à perdre 1 jour et demi à l'île d'Elbe, il a eu tort, à moins que le navire n'ait eu quelque avarie à réparer. Le navire se portait comme je me porte, et comme je désire que vous vous portiez, monsieur Morel. Et cette journée et demie a été perdue par pur caprice, pour le plaisir d'aller à terre, voilà tout. Dantès, dit l'armateur se retournant vers le jeune homme, venez donc ici. Pardon, monsieur, dit Dantès, je suis à vous dans un instant. Puis, s'adressant à l'équipage. Mouille, dit-il. Aussitôt, l'ancre tomba, et la chaîne fila avec bruit. Dantès resta à son poste malgré la présence du pilote, jusqu'à ce que cette dernière manœuvre fût terminée. Puis alors, « Abaissez la flamme à mi-mât, mettez le pavillon en berne, croisez les vergues. »« Vous voyez, dit Danglars, il se croit déjà capitaine sur ma parole. »« Et il l'est de fait, dit l'armateur. »« Oui, sauf votre signature et celle de votre associé, monsieur Morel. »« Dame, pourquoi ne le laisserions-nous pas à ce poste, dit l'armateur. Il est jeune, je le sais bien, mais il me paraît tout à la chose et fort expérimenté dans son état. » Un nuage passa sur le front de Danglars. « Pardon, monsieur Morel, dit Dantès en s'approchant. Maintenant que le navire est mouillé, me voilà tout à vous. Vous m'avez appelé, je crois. » Danglars fit un pas en arrière. « Je voulais vous demander pourquoi vous vous étiez arrêté à l'île d'Elbe. »« Je l'ignore, monsieur. C'était pour accomplir un dernier ordre du capitaine Leclerc,
qui, en mourant, m'avait remis un paquet pour le grand maréchal Bertrand. L'avez-vous donc vu, Edmond? Qui? Le grand maréchal. Oui. Morel regarda autour de lui et tira Dantès à part. Et comment va l'empereur? Demanda-t-il vivement. Bien, autant que j'ai pu en juger par mes yeux. Vous avez donc vu l'empereur aussi? Il est entré chez le maréchal pendant que j'y étais. Et vous lui avez parlé? C'est-à-dire que c'est lui qui m'a parlé, monsieur, dit Dantès en souriant. Et que vous a-t-il dit? Il m'a fait des questions sur le bâtiment, sur l'époque de son départ pour Marseille, sur la route qu'il avait suivie et sur la cargaison qu'il portait. Je crois que s'il eût été vide et que j'en eusse été le maître, son intention eût été de l'acheter. Mais je lui ai dit que je n'étais que simple second et que le bâtiment appartenait à Maison Morel et Fils. Ah ah, a-t-il dit, je la connais. Les Morel sont armateurs de père en fils, et il y avait un Morel qui servait dans le même régiment que moi lorsque j'étais en garnison à Valence. C'est pardieu vrai, s'écria l'armateur tout joyeux. C'était Polycar Morel, mon oncle, qui est devenu capitaine. Dantès, vous direz à mon oncle que l'empereur s'est souvenu de lui, et vous le verrez pleurer, le vieux grognard. Allons, allons, continua l'armateur en frappant amicalement sur l'épaule du jeune homme. Vous avez bien fait, Dantès, de suivre les instructions du capitaine Leclerc et de vous arrêter à l'île d'Elbe. Quoique, si l'on savait que vous avez remis un paquet au maréchal et causé avec l'empereur, cela pourrait vous compromettre. En quoi voulez-vous, monsieur, que cela me compromette? Dit Dantès. Je ne sais même pas ce que je portais, et l'empereur ne m'a fait que les questions qu'il eût faites au premier venu. Mais pardon, reprit Dantès, voici la santé la douane qui nous arrive. Vous permettez, n'est-ce pas? Faites, faites, mon cher Dantès. Le jeune homme s'éloigna, et comme il s'éloignait, Danglars se rapprocha. Eh bien, demanda-t-il, il paraît qu'il vous a donné de bonnes raisons de son mouillage à Porto Ferrajo. D'excellentes, mon cher monsieur Danglars. Ah, tant mieux, répondit celui-ci, car c'est toujours pénible de voir un camarade qui ne fait pas son devoir. Dantès a fait le sien, répondit l'armateur, et il n'y a rien à dire. C'était le capitaine Leclerc qui lui avait ordonné cette relâche. À propos du capitaine Leclerc, ne vous a-t-il pas remis une lettre de lui? Qui? Dantès. À moi, non. En avait-il donc une? Je croyais qu'outre le paquet, le capitaine Leclerc lui avait confié une lettre. De quel paquet voulez-vous parler, Danglars? Mais de celui que Dantès a déposé en passant à Porto Ferrajo. Comment savez-vous qu'il avait un paquet à déposer à Porto Ferrajo? Danglars sourit. Je passais devant la porte du capitaine qui était entr'ouverte, et je lui ai vu remettre ce paquet et cette lettre à Dantès. Il ne m'en a point parlé, dit l'armateur. Mais s'il a cette lettre, il me la remettra. Danglars réfléchit un instant. Alors, monsieur Morel, je vous prie, dit-il, ne parlez point de cela, Dantès. Je me serais trompé. En ce moment, le jeune homme revenait. Danglars s'éloigna. Eh bien, mon cher Dantès, êtes-vous libre? Demanda l'armateur. Oui, monsieur. La chose n'a pas été longue. Non, j'ai donné au douanier la liste de nos marchandises, et quant à la consigne, elle avait envoyé avec le pilote côtier un homme à qui je remis nos papiers. Alors, vous n'avez plus rien à faire ici. Dantès jeta un regard rapide autour de lui. Non, tout est en ordre, dit-il. Vous pouvez donc alors venir dîner avec nous. Excusez-moi, monsieur Morel, excusez-moi, je vous prie, mais je dois ma première visite à mon père. Je n'en suis pas moins reconnaissant de l'honneur que vous me faites. C'est juste, Dantès, c'est juste. Je sais que vous êtes bon fils. Et demanda Dantès avec une certaine hésitation. Et il se porte bien, que vous sachiez, mon père? Mais je crois que oui, mon cher Edmond, quoique je ne l'ai pas aperçu. Oui, il se tient enfermé dans sa petite chambre. Cela prouve au moins qu'il n'a manqué de rien pendant votre absence. Dantès sourit. Mon père est fier, monsieur, et eût-il manqué de tout, je doute qu'il eût demandé quelque chose à qui que ce soit au monde excepté à Dieu. Eh bien, après cette première visite, nous comptons sur vous. Excusez-moi encore, monsieur Morel, mais après cette première visite, j'en ai une seconde qui ne me tient pas moins à cœur. Ah, c'est vrai, Dantès. J'oubliais qu'il y a au Catalan quelqu'un qui doit vous attendre avec non moins d'impatience que votre père. C'est la belle Mercédès.
Dantès sourit. Ha ha, dit l'armateur. Cela ne m'étonne plus qu'elle soit venue 3 fois me demander des nouvelles du pharaon. Peste, Edmond, vous n'êtes point à plaindre, et vous avez là une jolie maîtresse. Ce n'est point ma maîtresse, monsieur, dit gravement le jeune marin. C'est ma fiancée. C'est quelquefois tout en un, dit l'armateur en riant. Pas pour nous, monsieur, répondit Dantès. Allons, allons, mon cher Edmond, continua l'armateur, que je ne vous retienne pas. Vous avez assez bien fait mes affaires pour que je vous donne tout loisir de faire les vôtres. Avez-vous besoin d'argent? Non, monsieur, j'ai tous mes appointements du voyage, c'est-à-dire près de 3 mois de solde. Vous êtes un garçon rangé, Edmond. Ajoutez que j'ai un père pauvre, monsieur Morel. Oui, oui, je sais que vous êtes un bon fils. Allez donc voir votre père. J'ai un fils aussi, et j'en voudrais fort à celui qui, après un voyage de 3 mois, le retiendrait loin de moi. Alors vous permettez, dit le jeune homme en saluant. Oui, si vous n'arrivez rien de plus à me dire. Non. Le capitaine Leclerc ne vous a pas, en mourant, donné une lettre pour moi? Il lui eût été impossible d'écrire, monsieur, mais cela me rappelle que j'aurai un congé de 15 jours à vous demander. Pour vous marier? D'abord, puis pour aller à Paris. Bon, bon, vous prendrez le temps que vous voudrez, Dantès. Le temps de décharger le bâtiment nous prendra bien 6 semaines, et nous ne remettrons guère en mer avant 3 mois. Seulement, dans 3 mois, il faudra que vous soyez là. Le pharaon, continua l'armateur en frappant sur l'épaule du jeune marin, ne pourrait pas repartir sans son capitaine. Sans son capitaine? S'écria Dantès, les yeux brillants de joie. Faites bien attention à ce que vous dites là, monsieur, car vous venez de répondre aux plus secrètes espérances de mon cœur. Votre intention serait-elle de me nommer capitaine du pharaon? Si j'étais seul, je vous tendrais la main, mon cher Dantès, et je vous dirais c'est fait. Mais j'ai un associé, et vous savez le proverbe italien « Che accompagne a padrone ». Mais la moitié de la besogne est faite, au moins, puisque sur 2 voies, vous en avez déjà une. Rapportez-vous-en à moi pour avoir l'autre, et je ferai de mon mieux. Oh, monsieur Morel, s'écria le jeune marin, saisissant les larmes aux yeux les mains de l'armateur. Monsieur Morel, je vous remercie, au nom de mon père et de Mercédès. C'est bien, Edmond. Il y a un Dieu au ciel pour les braves gens, que diable. Allez voir votre père, allez voir Mercédès, et revenez me trouver après. Mais vous ne voulez pas que je vous ramène à terre? Non, merci, je reste à régler mes comptes avec Danglars. Avez-vous été content de lui pendant le voyage? C'est selon le sens que vous attachez à cette question, monsieur. Si c'est comme bon camarade, non, car je crois qu'il ne m'aime pas depuis le jour où j'ai eu la bêtise, à la suite d'une petite querelle que nous avions eue ensemble, de lui proposer de nous arrêter 10 minutes à l'île de Monte Cristo pour vider cette querelle. Proposition que j'avais eu tort de lui faire, et qu'il avait eu lui raison de refuser. Si c'est comme comptable que vous me faites cette question, je crois qu'il n'y a rien à dire, et que vous serez content de la façon dont sa besogne est faite. Mais, continua l'armateur, voyons, Dantès. Si vous étiez capitaine du pharaon, garderiez-vous Danglars avec plaisir? Capitaine ou second, monsieur Morel, répondit Dantès. J'aurai toujours les plus grands égards pour ceux qui posséderont la confiance de mes armateurs. Allons, allons, Dantès, je vois qu'en tout point vous êtes un brave garçon. Que je ne vous retienne plus. Allez, car je crois que vous êtes sur des charbons. J'ai donc mon congé? Demanda Dantès. Allez, vous dis-je. Vous permettez que je prenne votre canotte? Prenez. Au revoir, monsieur Morel, et 1000 fois merci. Au revoir, mon cher Edmond. Bonne chance. Le jeune marin sauta dans le canot, alla s'asseoir à la poupe, et donna l'ordre d'aborder à la canebière. 2 matelots se penchèrent aussitôt sur leurs rames, et l'embarcation glissa aussi rapidement qu'il est possible de le faire, au milieu des 1000 barques qui obstruent l'espèce de rue qui conduit entre 2 rangées de navires, de l'entrée du port au quai d'Orléans. L'armateur le suivit des yeux en souriant jusqu'au bord, le vit sauter sur les dalles du quai et se perdre aussitôt au milieu de la foule bariolée qui, de 5 heures du matin à 9 heures du soir, encombre cette fameuse rue de la Canebière, dont les phocéens modernes sont si fiers qu'ils disent avec le plus grand sérieux du monde, et avec cet accent qui donne tant de caractère à ce qu'ils disent. Si Paris avait la Canebière, Paris serait un petit Marseille. En se retournant, l'armateur vit derrière lui Danglars qui,
en apparence semblait attendre ses ordres, mais qui en réalité suivait comme lui le jeune marin du regard. Seulement, il y avait une grande différence dans l'expression de ce double regard qui suivait le même homme.